merci Karine pour cette intro. Donc si je viens intervenir un petit moment ce matin, c'est pour vous expliquer comment est-ce que vous serez évalué à l'intérieur de ce module 4, à la fin du module 4. Parce que on essaie de mettre un peu en pratique ce que l'on vous a expliqué dans le module 1, sur la didactique, sur le module 5, sur l'évaluation. On essaie d'avoir une évaluation qui soit la plus cohérente possible avec tout ce qu'on essaie de vous raconter comme bonne parole. Je crois que la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire preuve de congruence et puis de lier le fait comme je dis et comme je fais. Et puis comme ça, nous, on le fait. Et si on se plante, vous nous le direz et on apprendra tous de cette manière de se dire mais qu'est-ce qui est important d'évaluer, puis à quoi ça nous sert l'évaluation dans un module comme celui-ci, d'autant plus en formation d'adultes. Alors, un petit rappel, tout d'abord. On peut dire que l'évaluation, elle peut avoir plein de formes différentes. Vous en avez vu pas mal à l'intérieur du module 5, je pense. Mais elle a deux fonctions principales. La première, c'est une fonction de contrôle. Quand on parle de fonction de contrôle, c'est qu'on aimerait rendre des comptes. Quand vous allez chez un médecin, vous espérez qu'il y ait eu une fonction de contrôle et qu'il y ait un certificat comme quoi il est bien médecin. On a vu à la télévision il y a quelques jours ce que ça donne quand on va chez un dentiste qui n'est pas spécialement dentiste, les gros problèmes de santé que ça peut provoquer. Et nous avons besoin dans la société actuelle, pour que la société fonctionne, on a besoin d'un système de certification. Qu'est-ce qui me certifie que tu as les compétences de ? Des fois, ce qui me certifie, c'est une école, des fois, c'est une université, des fois, c'est une entreprise. Un certificat de travail vaut des fois plus qu'un papier d'ingénieur. On est d'accord, hein ? Mais on a besoin de cette façon, de cette dimension de contrôle. En règle générale, le contrôle, il est à visée externe. Il sert aux personnes qui vont se référer au fait que cette personne, elle est certifiée. Elle est en règle générale liée à un référentiel qui est préétabli. Un médecin devrait être capable de. Mais dans la définition de ce à quoi il devrait être capable, on ne peut pas marquer à l'intérieur des maladies qui n'existent pas encore. Des cas qui ne sont encore jamais arrivés. Donc, on a un référentiel qui est plutôt préétabli dans la dimension de contrôle. Donc, quand on est en train de faire du contrôle, on est en train de construire une formation autour d'une trajectoire qui est plutôt déjà donnée. Le programme de formation des médecins comme des ingénieurs est relativement dessiné à l'avance. Et on va essayer de trouver la bonne démarche pour confirmer qu'on est bien compétent dans tel ou tel domaine. Jusqu'à ça joue. Cette fonction contrôle, vous l'utilisez beaucoup à l'école. Des fois, c'est en tout cas ce que je m'amuse à essayer de vous allumer dans le module 5, des fois on utilise un peu trop la fonction contrôle, et on oublie que l'évaluation, c'est la deux fonctions, il y en a une, c'est le contrôle, mais l'autre, ben, c'est tout le reste. Tout ce que l'on peut faire avec l'évaluation qui n'est pas du contrôle. Et puis là, alors, on a beaucoup de choses différentes. On peut contrôler, mais on peut aussi utiliser l'évaluation pour développer des compétences, pour apprendre. On peut rendre compte à l'extérieur avec le contrôle, mais on peut se rendre compte à l'intérieur avec l'évaluation, quand on fait de l'évaluation de développement. Ça a donc une visée plutôt interne. L'évaluation qui n'est pas pour le contrôle va me servir principalement à moi. Où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? L'exemple que je donne assez régulièrement, c'est quand je joue à la pétanque. J'évalue la distance, j'évalue si je suis un très très bon joueur peut-être, j'évalue la force du vent et le nombre de pastis que les collègues ont déjà ingurgité avant de calculer la force de la balle. Mais cette évaluation, elle m'a juste servi à moi. On n'est pas en train de mettre une note ni au cochonnet, ni à la boule de pétanque, ni à moi d'ailleurs. Hein. On a un référentiel dans l'évaluation développement qui est plutôt évolutif, c'est-à-dire que on va construire les compétences, les référentiels, pardon, et c'est ce que vous allez faire ici aujourd'hui avec Karine. On va construire le référentiel en fonction de nos intentions. Si mon intention dans un cours, c'est que tous les apprentis à la fin du cours soient capables de programmer ce robot, ou si mon intention c'est que tous soient capables d'intégrer le robot dans la société actuelle et de se faire un jugement sur la place du robot, on voit bien que suivant l'intention, suivant
la visée que l'on a, les référentiels que l'on utilisera ne sont pas les mêmes. Donc on va être obligé de se dire qu'est-ce que je vise et sur la base de quoi est-ce que je vais pouvoir me dire que je réussis. Mais c'est une évaluation qui est interne. Certains diraient qu'elle a moins de valeur d'ailleurs, mais je vais aussi parler de cheminement, parce que l'évaluation contrôle, en règle générale, dirige vos étudiants sur des rails. On va entendre assez souvent, oui, mais je suis obligé d'évaluer comme ça, puis de faire le cours comme ça, parce qu'à la fin, il y a le cours de fin d'apprentissage, il y a l'examen de fin d'apprentissage. J'ai pas le choix, il est comme ça. On pose des questions stupides à la fin, il faut bien que je leur apprenne des choses stupides avant. Puisque, non mais, combien de fois vous êtes en train de vous dire, ça, c'est une matière, elle est de moins en moins intéressante pour notre métier, mais je la fais quand même, pas pour leur métier, je la fais quand même pour l'examen de la fin d'apprentissage. Donc, ça, c'est la dimension trajectoire, la dimension cheminement, elle part beaucoup plus en exploration de ce qui va être intéressant et de ce qui va être utile. On n'est donc plus sur la bonne démarche, mais sur une ou des bonnes démarches. Et puis, on n'est pas dans une logique par confirmation, mais dans une logique par critique. Alors ça, c'est tiré d'un sociologue qui s'appelle Paul Tansky, qui fait un petit précis de l'émancipation. Et il parle de l'évaluation qui peut être soit par confirmation, voilà le moule, est-ce que je rentre dedans? Ou on peut faire une évaluation par critique. Voilà ma forme, qu'est-ce que je peux en dire? Donc on a une fois quelque chose qui doit être conforme à, une fois quelque chose qui va être apprécié selon ce qu'elle est. Pour ceux qui ont fait le module 5 avec moi, ça fait tout un lien avec est-ce qu'il est capable de grimper à l'arbre? Oui, mais c'est un poisson. Ça vous rappelle peut-être le dessin tiré de cette célèbre phrase d'Einstein. Donc, en préambule, c'est de revenir sur ces deux fonctions de l'évaluation sont absolument nécessaires. C'est à nous de voir qu'est-ce que l'on veut mettre comme place pour chacune. Et j'insiste là-dessus parce que mes gamins sont en train de terminer, enfin pratiquement tous ont terminé leur cursus de formation. Il reste 1 ou 2 années, après ce sera la formation professionnelle pour la dernière, mais quand je les vois, quand je vois ce qu'ils ont vécu à l'école secondaire, quand je vois ce qu'ils ont vécu au collège ou à l'école de culture générale, même à l'école de musique pour certains cours, quand je vois ce qu'ils ont comme équilibre entre les deux, je me dis l'école et le contrôle, et tout le reste, ça doit être fait ailleurs parce que l'école fait pratiquement plus que de contrôler, plus que de voir si on est conforme. À un tel point que bien souvent, on prend plus de temps en classe pour contrôler que pour apprendre. On ne parle même pas de faire une autre sorte d'évaluation, mais on passe plus de temps à faire des évaluations et à corriger les évaluations que de prendre du temps à apprendre et à comprendre la matière. C'est assez tristounet. Alors, quand on parle de ces deux formes d'évaluation, quand on parle du contrôle, on a plusieurs formes d'évaluation. J'ai voulu prendre un petit moment là-dessus parce que je pense que c'est important de revenir sur la dimension formative. On dit souvent, oui, mais moi je fais de l'évaluation formative. L'évaluation formative fait partie de l'évaluation contrôle. Quand vous faites une évaluation formative, vous êtes en train de dire, voilà le chablon, voilà où tu en es, voilà ce qui manque, et puis voilà comment on va remédier pour que tu sois conforme à ce que j'attends. Et ce terme remédier, dans ce cas-là, on peut le comprendre comme remédier, c'est prendre un remède, parce que tu es malade. Alors je vais te donner un remède, puis après tu seras un peu moins malade. Ou bien plus malade, mais tu ne sauras pas que tu auras moins mal, donc tu seras content. Quand on est dans la partie évaluation, tout le reste, on a aussi de l'évaluation qui sert à la comparaison. Mais c'est un terme que j'invente ici pour le début du cours, hein, mais c'est de l'auto-formative. C'est-à-dire, est-ce que je veux être conforme à ce moule? Et si moi, Christophe, je décide d'être conforme à ce moule, je peux, moi, décider de m'auto-évaluer ou de te demander de m'évaluer de manière formative parce que c'est ma décision. Et dans ce cas-là, on est dans quelque chose qui est très différent. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, mais c'est quelque chose que je me suis imposé parce que j'ai envie d'arriver à. Quelque part, c'est la bascule entre travail, si tu veux réussir ton apprentissage de dessinateur en bâtiment, ou je viens demander est-ce que mon travail correspond à ce qui est attendu pour devenir dessinateur en bâtiment. Dans les deux cas, après votre retour à vous, il va être le même.
Vous allez pouvoir parler de la même manière à la personne en disant non, ce trait est bien trop épais, les codes ne sont pas placés correctement, mais vous serez dans une posture tout à fait différente. Vous ne serez pas en train de dire voilà ce que j'attends, mais voilà ce que je peux te fournir comme support pour t'améliorer. Ici, dans ce cas-là, quand on parle de remédiation, on n'estime pas que la personne est malade, on estime simplement que la personne elle a besoin d'un nouveau média, d'une nouvelle médiation entre elle et le savoir pour se l'approprier. Et puis, on a parlé de maladie, mais l'école c'est un petit peu ça. Hein. Si on pense un peu à tout ce que l'on fait, j'ai marqué aussi mise à niveau. Puis mise à niveau, ben, c'est bien joli, c'est planeuse pour les routes, ça bouche les trous. Mais vous avez aussi remarqué que dès qu'il y a un caillou qui dépasse, ça l'enlève aussi. Hein. Notre école actuellement, bon ça on en a déjà parlé au module 5 pour ceux qui étaient avec moi, mais notre école actuellement, effectivement, c'est à peu près comme si à 1 année et demie, j'étais pas capable de marcher, alors on va faire une remédiation, on te remet à la garderie avec des enfants de 6 mois pour recommencer à faire du 4 pattes, pour être sûr que tu sois capable de marcher. Hein, comme si la vie était un fleuve qui doit absolument se dérouler dans un sens comme celui-ci. Quand on est dans tout le reste, on n'est plus sur une route qui est faite ou des rails qui sont construits, on est sur choisir des chemins, même si les 3 chemins vont permettre d'arriver à la même place. Et quand on est dans remédier ou mettre en valeur, on n'est pas en train de mettre à niveau. Et puis il y a un très joli proverbe qui dit qu'on peut faire des très très belles choses avec les cailloux qui parsèment le chemin. Je ne sais plus comment ça va, hein, mais c'est un peu les deux différences entre vouloir faire une route plate et vouloir apprécier le fait qu'il y a un équilibre magnifique. Bah, c'est pas fait pour rouler dessus, ça c'est sûr, mais il y a un équilibre magnifique. Ça va, jusque là, je vous bassine pas trop, je vous perds pas trop. Alors dans le module 4, on va essayer d'adopter les deux choses. Les deux styles d'évaluation sont nécessaires et nous on va garder les deux styles d'évaluation dans ce module 4. La partie contrôle, elle sera tout à fait assumée. La partie contrôle, ce sera, vous créez un scénario. Vous créez un scénario pédagogique dans lequel, enfin on y reviendra après, mais dans lequel vos apprenants sont actifs autour des technologies pour favoriser l'apprentissage. Vous réalisez ce scénario avec au moins une classe. Enfin, une classe, au moins un groupe d'étudiants. Enfin, ça dépend toujours. On est dans des configurations très différentes d'une école à l'autre, bien évidemment. Mon scénario, et le fait qu'il ait été réalisé, sera publié sur le web. Donc, on publie, on dit, voilà, ça c'est le cours que j'ai fait, je l'ai fait de telle manière. Ensuite, on accepte de rentrer dans le système de je m'auto-évalue et ensemble, on s'auto-évalue parmi. Alal dirait on fait de l'évaluation mutuelle. Donc les enseignants, c'est ça? Vous, ouais. Ouais. Autour de ce scénario que vous avez créé, etc., de vous dire, voilà, mais tu es en train de faire ça, mais pourquoi est-ce que tu le fais de telle manière? Et puis tu avais dit que dans les critères, tu voulais qu'ils soient très très actifs. Je les trouve relativement peu actifs dans telle phase, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Enfin oui, une évaluation, une auto-évaluation, vous sentez bien venir, qui ne sont pas du contrôle ici, qui sont au service du développement. Et puis vous présenterez publiquement votre projet, donc à la fin du module, vous viendrez prendre la parole devant vos collègues pour expliquer votre projet, comment vous l'aviez prévu, comment il s'est réalisé, quelles surprises vous avez eues, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous en faites. Enfin voilà. Ça, c'est les éléments qui permettent de dire, c'est la fonction contrôle, qui permettent de dire, il y a au moins ces 6 conditions remplies, vous avez au moins E. Donc vous avez réussi. Donc c'est l'évaluation qui permet de switcher entre réussi et non réussi. On a accès au PowerPoint? J'ai certainement... Oui, sur le site du module 1 au trouvant. Enfin, pas le PowerPoint, mais les éléments qui sont affichés là. Ce PowerPoint, vous l'aurez à disposition. Vous l'avez sur la grille et puis vous l'avez au niveau de l'évaluation. Je vous montre juste après où c'est les critères. Nickel, merci beaucoup. Et puis, ce diaporama, j'ai dû déjà le partager, accessible à tout le monde. Ah ouais, ok. Pour les personnes qui ont le lien, donc tu peux le mettre sur le site, hein, je ne vais pas le supprimer. Vous aurez ensuite une évaluation qui sert à faire tout le reste, que l'on aimerait mettre en place aussi avec vous. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de
je m'auto-évalue. Donc j'ai une intention, cette intention, où est-ce que j'en suis par rapport à cette intention? Je m'auto-évalue, je fais de l'évaluation mutuelle. C'est une logique de développement de la qualité, hein, c'est une logique de se dire, je veux aller où, je fais quoi, comment est-ce que j'ai envie de le faire, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas vilain, je me tape sur les doigts, non, c'est comment est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Donc c'est une logique de développement, et puis sur la base de critères négociés, vous allez commencer à travailler sur ces critères, vous allez négocier un petit peu ensemble aujourd'hui de manière à ce qu'ils soient partagés par tous. C'est en fait tout ce que l'on appelle l'évaluation formatrice. Hein, pour faire des rappels à ceux qui aiment ces gros mots. Là-bas, on est sur l'évaluation formative, certificative. Ici, on est sur l'évaluation formatrice, celle qui ne sert pas à rendre des comptes, mais celle qui sert à former. Et puis, dans ces critères, on va avoir toute une série de critères sur lesquels on vous proposera de discuter, mais vous devrez adapter ces critères à votre cohorte ici, à votre volet, à votre groupe, mais aussi, et c'est important, prenez le temps d'adapter ces critères à votre projet. Il est fort probable que dans mon projet, on se dise, ou dans le groupe ici, on se dit c'est important dans les projets que les étudiants puissent s'auto-évaluer à travers ce projet. Ok, on est tous d'accord, ouais, parfait. Mais il est possible que pour un projet, l'auto-évaluation ne puisse pas rentrer. Parce que ce n'est pas la culture du métier, parce que ce n'est pas la leçon ou la matière sur laquelle vous avez envie qu'il s'auto-évalue, parce que vous voulez mettre en place d'autres dispositifs. Et il faut que vous vous sentiez libre de vous dire, dans votre groupe, on a décidé de, mais pour mon projet, ça a moins d'importance. Ou ça n'a pas d'importance du tout. Puis c'est votre job que de mettre en évidence les critères qui ont plus ou moins d'importance pour vous. Et puis c'est cette auto-évaluation qui va faire que vous allez pouvoir vous amuser avec ce test de la vue pour voir ce que vous arrivez à lire, hein, vous connaissez le système. Quelque part, nous garantissons le réussi-échec, ou nous garantissons le système d'évaluation qu'on pourrait dire sans note, avec acquis, non acquis, hein, ce qui revient au même. Et votre travail vous permet d'évaluer votre prestation d'après vos intentions et la réussite d'après vos intentions. La réussite d'après vos intentions, mais aussi vos apprentissages, mais aussi vos prises de risques, mais aussi votre plaisir. Hein, il n'y a quand même pas que le résultat qui compte dans l'évaluation, mais aussi, je pense, j'espère, le fait d'apprendre, le fait de tester des choses dans vous. Alors, quelques éléments pour terminer, quelques éléments autour des critères. Il va y en avoir plusieurs qui seront proposés, mais je tiens quand même à enfoncer le clou sur certains critères qui sont importants. Essayez d'en donner vraiment de l'importance. Hein, il y a un auteur quelques années qui avait écrit un livre, j'enseigne, mais eux apprennent-ils? Ça vaut toujours la peine de se dire, ouais, mais si je remplace ce beamer par un tableau blanc interactif, est-ce que vraiment ils vont apprendre mieux? Est-ce que faire un projet autour du tableau blanc interactif, ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est vraiment porteur pour autre chose que mon joujou à moi, enseignant? Est-ce que c'est porteur pour l'apprentissage de quelqu'un? Ou on est juste en train d'intégrer une technologie pour faire la même chose que ce qu'on aurait fait avant? À une époque, on avait le tableau noir, après on avait comme ici le PowerPoint. On aurait pu prendre ça sur un flanellographe d'ailleurs, hein. C'est une technologie de l'éducation qui existait en 1950. Pardon? Le flanellographe? Vous ne connaissez pas le flanellographe? C'est en fait à peu près l'équivalent de la bande velcro. Tu imagines un grand tableau en mousse, et puis toutes les feuilles, tu peux leur mettre des petites bandes, un peu comme du velcro, mais en beaucoup plus fin pour pas que ça accroche trop dur, puis comme ça tu les poses n'importe où, puis elles tiennent. Ah, c'est le même principe qu'avec les dessins, quoi. Voilà, oui, bah, c'est la version soft, enfin. Ça existe quand même toujours, hein, les petits calendriers, on change le jour. Ben voilà. Et vous remarquez que le calendrier, qu'on change le jour en déplaçant la feuille, ou qu'on fasse ça à la manière, les experts, puis qu'on prenne la feuille pour la déplacer, ça change juste rien. Hein, c'est toujours moi qui suis en train de m'amuser à déplacer. Le vrai changement, c'est quand je dis, tu viens de déplacer. Hein, déjà là, on sent un changement, que ce soit sur de la flanelle ou que ce soit sur un iPad, ça revient exactement au même. Donc, rappelez-vous de enseigner ou apprendre, une dimension que vous pouvez garder en tête, puis rappelez-vous de cette pyramide de la rétention, puisque plus on enseigne, plus ils sont passifs, plus ils apprennent, plus ils sont actifs. Et puis ça,
c'est assez universel, ça ne va pas changer d'ici demain, technologie ou pas de technologie, quand vous leur faites du blabla, s'ils n'ont pas envie de vous écouter, ils ne retiennent rien. Un deuxième élément, c'est que les nouvelles technologies, elles offrent des potentialités incroyables, surtout dans nos dispositifs d'alternance, pour faire plein de choses extraordinaires. L'élément central, pour moi, c'est la trace. Je fais quelque chose, je peux garder une trace de ce que j'ai fait au travail, et en cours, je peux travailler sur ce que j'ai fait au travail pour faire des liens entre la matière du cours et ma réalité du travail. J'espère qu'un jour, on fasse aussi de la classe inversée dans l'autre sens, qu'on soit aussi capable de se dire, je prends une trace de ce qui se passe en cours, parce qu'avec mon patron dans mon garage, je vais aller reprendre ce qu'on a fait en cours, parce que c'est intéressant de faire des liens entre la pratique et la théorie, et pas seulement entre la théorie et la pratique. Hein? Je pense que ces liens entre les deux, entre les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels, eh ben, ce serait bien qu'ils soient dans les deux sens. Et puis avec ces traces, ben, on a plein d'éléments que l'on va pouvoir mettre en évidence, qui est vraiment une plus-value de l'intégration des technologies. N'oubliez pas que vos étudiants, quand ils ne l'oublient pas à la maison, ont toujours dans leur poche un bidule qui fait appareil photo, caméra, magnétoscope, téléviseur, appareil photo, j'ai déjà dit, accès à Internet, possibilité de faire du streaming avec n'importe quoi. Chacun a dans sa poche plus de puissance de calcul que ce que les Américains avaient en 68 pour envoyer le premier homme sur la Lune. Mais ils n'oublient pas à la maison. Eux. Jamais vu. Ah ben moi, aujourd'hui, oui. Comme ça, je me sens un peu tout, je suis pas bien là. Ils ont tout ça sur eux et on peut l'utiliser vraiment pleinement. Alors, on a toutes ces fonctions qui sont autour de la métacognition, de la posture réflexive que l'on peut utiliser grâce aux technologies. On a également toutes les fonctions de classe inversée, j'ai lâché le mot avant, qui nous permettent de s'approprier des savoirs théoriques quand on a envie, quand on est disponible, debout dans le train, couché dans sa baignoire, sur une terrasse. Et puis, d'arriver en classe pour non pas être en train de faire comme vous, mes pauvres, maintenant, assis, à se taire et à écouter, mais de se dire, je rentre en classe et hop, je m'y mets. Parce que l'explication a été donnée avant. C'est d'ailleurs aussi dans ce but-là que toutes ces petites interventions qu'on fait ces temps-ci, on essaie de les faire et de les filmer, de manière à se dire, l'année prochaine, peut-être que ce film, on peut l'utiliser avec les personnes qui font le cours, et quand on arrive, on commence directement à discuter et à se poser des questions. Enfin, il y a aussi toute une dimension dans vos projets qui est s'adapter à la génération que vous avez devant vous. Je pense que c'est important. On pourrait classer dans la catégorie, un peu comme moi, trop âgé pour être intelligent ou un peu dans la catégorie des vieux cons. Se retrouverait à dire, mais ces jeunes n'ont plus de communication. Oui, bienvenue au club. Je crois que c'est la couleur qui fait ça, ma foi. On assume. Ces jeunes n'ont plus de communication. On sait que c'est faux. On sait qu'ils sont en super communication. On sait qu'ils communiquent énormément de cette manière-là, bien plus que ce que nous on communiquait il y a 30 ans dans les cours d'école, ou pardon, 45 ans dans les cours d'école. Mais ça communique différemment. Il faut juste comprendre comment ça communique. Simplement, on est d'accord, c'est un moyen de communication qui est utilisé tout le temps, pour tout. D'ailleurs, si ce n'est pas sur la table, c'est dans votre poche, j'en suis sûr. Voilà. Ah oui. Mais c'est juste interdit à l'école. C'est juste interdit à l'école parce que l'école, c'est un monde à part. Dans certaines écoles, pas partout, c'est vrai. Contourner ce Alors, règlement. pardon? Contourner ce règlement. Bien sûr. Tout à fait. C'est bien de tout ce téléphone sur la table. 3 points de plus. Hein. Ouais. Parce que quand Non, on tourne le règlement, moi je dis bravo. Non, mais c'est Simplement, quand vous discutez avec vos directions ou quand vous discutez avec vos collègues, gardez en tête que les jeunes qui sont dans notre classe n'ont jamais connu le monde sans Internet. Ils n'ont même d'ailleurs jamais connu le monde sans les smartphones pour la plupart. Ou sans le téléphone portable en tout cas. Ils n'ont jamais connu sans, mais on arrive à l'interdire à l'école.
Alors que si on regarde dans le monde du travail, partout, tout le monde l'utilise à titre privé et à titre professionnel. Et je téléphone à ma femme, et je fais une photo de l'aile de la voiture qui est abîmée parce que je suis carrossier et qu'il me faut une preuve pour pouvoir envoyer à l'assurance. Et je regarde le journal, mais je regarde aussi l'horaire parce que je suis chauffeur de bus, et puis j'ai l'horaire en continu, en direct. Ces outils font partie de notre vie. Leur demander d'apprendre sans ça, c'est comme si on vous demandait de venir à l'IFFP, sans voiture, sans transport en commun, et autres, juste pour voir, parce que ici on n'aime pas. Ou dans un cours avec beaucoup de personnes moins geeks que moi, vous leur dites dans le cours aujourd'hui, j'interdis les crayons. Hein, parce que je ne supporte pas le bruit de la mine sur le papier. Ça me fait bizarre, j'aime pas ce bruit. Et puis en plus, après, je vous vois écrire, mais je crois que vous ne m'écoutez pas. Alors, dans mon cours, s'il vous plaît, on interdit les crayons. Hein, et puis vous verrez des grands éclats de rire, puis vous leur dites, mais c'est juste la même chose. Vous êtes nés avec les crayons, eux, ils sont nés avec autre chose. Voilà, enfin pour terminer, je vous rappelle qu'il y a un petit ouvrage du philosophe Michel Serres qui vaut la peine d'être lu. C'est bientôt les vacances de Noël. Ça ne vous prendra même pas une journée, hein, t'es d'accord? Ça prend même pas une journée, c'est tout petit, c'est facile à lire et c'est une très belle manière de se repositionner en se disant je ne vais pas essayer de regarder les jeunes avec mes yeux de vieux, je vais essayer de m'imaginer de regarder les jeunes depuis leur position. Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? En plus, je profite, hein, vous aurez le lien hypertexte, allez voir si jamais, je profite de cette occasion de vous parler pour vous dire, menez aussi une réflexion dans le cadre de vos projets, mais peut-être aussi dans vos classes, sur quel métier ils feront demain. Parce qu'on sait que 50% des métiers qui existent actuellement vont disparaître d'ici 2030. Et si vous allez suivre l'émission qui s'appelle L'Angle Écho, c'est une émission qui est passée sur France 2 le 26 octobre de cette année, vous verrez une émission superbe où on vous explique que le travail, c'est fini. Alors, c'est pas fini demain, hein, n'ayez pas peur. Il y aura encore des fiches de salaire pendant quelques temps. Mais c'est quand même fini le travail. Et on a toute l'explication de la boîte auto, alors on voit très mal sur l'image, mais la boîte auto, si vous voyez bien, vous sauriez que ce camion est en train de rouler à 90 sur une autoroute américaine sans chauffeur. C'est un 40 tonnes qui roule tout seul. Il n'y a pas de chauffeur. Et quand on interviewe l'ingénieur dit oui, à terme, bien sûr, tous les camions vont être conduits sans chauffeur, c'est bien plus sécure. Mais ce n'est pas pour demain. Ça va prendre en tout cas 5 à 10 ans. Ça va prendre en tout cas 5 à 10 ans. Mais nous, on est en formation professionnelle. Ça veut dire que celui qui arriverait chez moi en école professionnelle pour devenir chauffeur de camion, quand il sortira, il lui resterait pour 0 à 5 ans de métier de chauffeur s'il était aux États-Unis. Bien sûr que nous, on est protégés, ça ne va pas nous arriver en Europe, voyons. Hein. Mais aux États-Unis, cette boîte auto est en train de travailler, 80 ingénieurs qui bossent tout le long pour faire en sorte qu'un camion devienne un ordinateur et que le camion soit capable de reconnaître une voiture en face, une ligne blanche qui est continue, qui n'est pas continue, une double ligne blanche. Ah non, c'est vraiment pas bien du tout quand c'est double, hein, ça on a dit une fois. Enfin voilà, ils sont en train d'apprendre aux camions à devenir des ordinateurs qui sont autonomes. Et dedans, il reste un chauffeur, mais qui n'a pas tellement le nom de chauffeur, qui est un gardien de véhicule. Je pense parce que pour le moment, à certaines stations-service, il faut encore quelqu'un qui prenne le pistolet pour remplir le réservoir, mais à part ça, il ne sert pas à grand-chose. Pour la petite histoire, Otto n'a pas été acheté par Google. Ce n'est pas Google qui veut envahir le monde. C'est plus pervers que ça. Otto a été acheté par Uber. Donc, la logique d'Uber, c'est de toute façon une logique commerciale, on est d'accord. C'est un chauffeur de taxi coûte cher, si un privé conduit sa voiture et joue au taxi, ça coûte moins cher et ça me rapporte de l'argent. Mais ce serait quand même plus intéressant d'avoir des véhicules Uber qui roulent sans chauffeur, il n'y a même pas besoin de les payer. Hein. Quand même, il y a un gain intéressant. Et puis c'est beaucoup plus sûr. Donc là, je vous recommande vivement cette émission. Vous verrez aussi comment un photographe s'est transformé en chocolatier, parce que le métier de photographe disparaît, bien évidemment. Il tirait des milliers de photos par semaine pour vivre. Il n'en tire plus qu'une centaine pour des passionnés qui font encore un peu d'argentique, ou qui font un peu de numérique, mais qui veulent un tirage numérique sur du papier de qualité.
mais à part ça, son métier est fini. Et puis, la dernière chose, gardez en tête, aujourd'hui, on se dit, quand on va faire l'évaluation sur les translations dans mon cours de mathématiques, eh bien, j'interdirai les smartphones parce qu'autrement, ils risquent de tricher. L'année prochaine, vous devrez interdire les lunettes, parce que autrement, avec les lunettes, ils auront accès à Internet et ils vont tricher. L'année d'après, vous devrez interdire les lentilles de contact, parce qu'avec les lentilles de contact, on va bientôt pouvoir tricher aussi. Et puis l'année d'après, mais bon là c'est moins grave parce que vous serez à la retraite. Mais pas pour toi, hein. Merci. Il vous faudra interdire qu'ils viennent avec leur corps physique parce que vous ne saurez pas ce qu'ils cachent à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà vu l'émission où on place actuellement des puces, des micro-puces sous la peau qui me permettent par exemple d'ouvrir la porte plutôt que d'avoir ma clé, de payer plutôt que de présenter mon smartphone, hein, puis on programme la petite puce qui est sous la peau qui a toutes ces informations. Quand on voit l'évolution du premier ordinateur 25 ans après où on en est, du premier smartphone 10 ans après où on en est, on se dit que cette technologie-là, il lui faudra certainement pas un siècle et demi pour arriver à accéder à Internet et à nous transmettre des informations en temps réel. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire des évaluations à l'école à ce moment-là? Et s'ils ont accès à toute la connaissance à travers une puce ou à travers une lentille, qu'est-ce qu'on va encore bien pouvoir leur apprendre d'intelligent à l'école pour que le métier d'enseignant ne soit pas le prochain sur la liste à disparaître? Voilà, ça c'est des petites réflexions que j'aimerais bien que vous gardiez, que ça allume quelques petites lumières pour votre module. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je sais que quand on me donne la parole, après j'ai tendance à un peu la garder, parce que j'aime bien. Mais je vous souhaite un bon module 4, beaucoup de plaisir. Et puis allez voir cette émission, c'est trop génial. C'est trop génial. Et puis ça nous renvoie vraiment, en gardant cette idée, moi, est-ce que je forme mes apprentis en relation à ce que je faisais il y a 20 ans, ou est-ce que je forme mes apprentis en imaginant ce qu'ils pourraient bien faire dans 20 ans? Parce que ce serait peut-être un peu plus utile, plutôt que de les former pour des trucs qui n'existent plus, ou qui vont disparaître après-demain. Voilà. Alors,